n'est pas ce que l'on pense. Ah, que c'est donc bête de rire comme ça. C'est une gamine charmante. Oh, tais-toi, dis ma folle. Décide de là. Merci. La gaieté fait le saltimbanque, plus heureux qu'un roi. Bohème, coureur d'aventure, les insouciants. Plus encore que l'opéra, l'opérette existe à travers les interprètes qui lui donnent sa vérité, sa tendresse ou son humour. Métier complet, elle exige autant de savoir-faire pour chanter que pour jouer la comédie et parfois même pour danser. Ainsi est apparue dans son sillage une nouvelle famille d'artistes. Ah, encore vous êtes là? Les premiers chanteurs d'opérette s'apparentaient plutôt à des saltimbanques, souvent grotesques dans leur physique et complètement loufoques dans leur façon de jouer. Au Théâtre des Folies Nouvelles, le compositeur Hervé se présente sur scène en compagnie de son acolyte Joseph Kelm, personnage très corpulent préposé au rôle féminin. Après leur opérette Le Compositeur Toqué, surnom qui restera à Hervé, il présente une délirante série de spectacles en un acte. Ah, qu'est-ce que vous faites, Os? Moi, Ah, oui. Quel est votre état? je travaille dans les queues de billard. C'est vous qui faites les procédés? Oui, J'espère que vous n'en manquerez pas pour moi. tu penses? Est-ce que vous gagnez beaucoup? Ah, vous savez, il y a des veines. Et puis dans ce moment-ci, c'est la morte saison. Oh, c'est charmant. Quel bonheur, quel bonheur suprême. Car celui qu'elle aime est un ouvrier qui sait bien son métier. Oui, c'est un bon ouvrier qui sait bien son métier. C'est un bon ouvrier qui sait bien son métier. Offenbach, lui, ne monte pas sur les planches, mais il emploie volontiers des acteurs proches du ridicule, surtout pour les rôles masculins, tandis que les rôles féminins sont plus explicitement coquins. Ainsi se forme peu à peu la figure de la divette. Divette d'opérette signifie donc une sorte de première chanteuse d'opérette, ou si vous voulez star d'opérette, pour employer des mots plus actuels. On disait d'ailleurs aussi à l'époque divette de café-concert. Et je le cite pas par hasard parce que les deux genres, en fait, ont eu des relations assez étroites pendant toute une période. C'est-à-dire que les artistes qui devenaient célèbres au café-concert s'essayaient à l'opérette et réciproquement. Il est certain que la divette d'opérette au XIXe siècle était une femme qui avait un rôle social qui dépassait les limites du théâtre dans lequel elle se produisait. Le fameux exemple d'Hortense Schneider, qui... dont on sait qu'elle a fait tourner beaucoup de têtes et qu'en général les têtes étaient couronnées. Mais d'ailleurs, on est un peu surpris aujourd'hui lorsqu'on voit les documents, les photos d'Hortense Schneider, qu'elle en ait fait tourner autant. Mais si c'était pas uniquement pour des raisons physiques, mais c'est aussi parce que c'était un symbole. Être à Paris, c'était rencontrer Hortense Schneider. La seconde moitié du XIXe siècle compte beaucoup d'autres divettes importantes qui rivalisent avec Schneider. Ainsi, Zulma Bouffard, qui crée Le Voyage dans la Lune et Le Château à Toto d'Offenbach, Marguerite Hugalde, créatrice de La Mascotte d'Audran, ou encore Anna Judic, soubrette parisienne qui fait l'admiration de Nietzsche dans une lettre sur l'opérette. Anna Judic chantait, par exemple, pour vous donner un exemple, une chansonnette qui s'appelle « Ne me chatouillez pas ». Et ce « Ne me chatouillez pas », vous voyez déjà que le sujet est assez grave, c'était en 1 minute et demie ou 2 minutes, si vous voulez, un résumé extraordinaire de son talent et aussi de ce qu'on appelle les effets, parce qu'elle faisait presque sur chaque mot un effet. C'est-à-dire qu'elle arrivait à faire rire sur pratiquement chaque mot d'un texte qui, je vous assure, lu comme ça, ne ferait absolument rire personne. Chez la divette d'opérette, la présence scénique, le talent d'actrice sont souvent plus importants que la performance vocale à proprement parler. Il arrive pourtant que certains rôles soient techniquement exigeants, notamment pour parodier le style des cantatrices lyriques. Ainsi, la belle Hélène d'Offenbach qui, au moment de retrouver Paris, manifeste son émotion par une grotesque série de vocalises calquées sur le style du grand opéra.
Le succès de Charles Lecoq passe lui aussi par le talent de quelques interprètes. En particulier celui de Jeanne Granier, créatrice du rôle travesti du Petit Duc, aussi importante pour ce compositeur qu'Hortense Schneider l'était pour Offenbach. Il est à noter qu'il y avait beaucoup de travestis dans les opérettes au XIXe siècle, au Second Empire, pour une raison d'ailleurs qui s'explique, c'est que c'était un moyen, là aussi il faut y voir une petite raison un petit peu légère, c'est que c'était un moyen pour les dames de ne pas porter la crinoline ou la robe, mais de porter en général le collant. Ce qui, évidemment, lorsqu'on sait qu'à l'époque, dévoiler un mollet était une chose d'un érotisme torride, a fortiori dévoiler la cuisse, même non montrée, puisque bien sûr, on ne montrait pas 1 cm² de chair, mais montrer la cuisse sous un collant c'était l'équivalent, si vous voulez, du Crazy Horse Saloon de l'époque. Les talents scéniques et musicaux sont alors intimement entremêlés. C'est ainsi qu'un chanteur de cabaret, Lucien Fugère, deviendra la plus grande vedette de l'opéra comique. Mais attention, il n'a pas chanté que de l'opérette, il a chanté de l'opéra comique, il a chanté de l'opéra, il a créé la Basoche de Messager, qui est un opéra comique. Je dirais pas que c'était un chanteur à faune, mais presque, mais il avait un tel talent, une telle diction aussi, ce qui était aussi une caractéristique des chanteurs d'opérette, c'est-à-dire il faut faire comprendre le mot, et il faut faire comprendre aussi le mot qu'on ne dit pas. Donc ça demande un double talent. Mais il faut en tout cas se faire comprendre. C'est la première politesse vis-à-vis du public, c'est que le public comprenne ce que vous chantez. Et à l'opérette, ça me paraît plus essentiel encore qu'à l'opéra. Donc Fugère avait une diction formidable qui lui tenait lieu de voix. Je suis fort respectueux, je n'ai plus de la jeunesse, les élans À la fin du XIXe siècle, on retrouve souvent les mêmes artistes sur les scènes d'opéra et d'opérette. Jean Perrier, c'est un petit peu le grand ancêtre. Malheureusement, je n'ai jamais pu l'entendre. Je l'ai vu au cinéma puisqu'il est devenu une star de cinéma muet, ce qui est quand même étonnant pour un chanteur de devenir star de cinéma muet. Mais ce qui est étonnant, surtout pour nous chanteurs, c'est qu'il ait été le créateur de Florestan dans Véronique, de Ramiro dans L'heure espagnole, bien entendu de Péléas dans Péléas et Mélisande. Donc ce qui montre que pour 3 rôles complètement différents, il avait vraisemblablement suffisamment d'éclat et de bagou et de personnalité pour être un grand acteur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi par les compositeurs. À la même époque, les jeunes divettes Anna Tariol-Boger et Juliette Simon-Girard s'imposent dans les rôles féminins. Juliette Simon-Girard à un âge respectable, aux alentours de 1900-1910, a enregistré des disques. Donc on a même un témoignage au fond de la création de Madame Favart, puisqu'elle a enregistré l'air de Madame Favart. Anna Tariol-Boger, partenaire de Jean Perrier pour la création de Véronique de Messager, possède un tel abattage que chacune de ses prises de rôle devient un événement pour le public parisien. Ainsi son interprétation de Fiorella pour la reprise des Brigands d'Offenbach au Théâtre des Variétés en 1900. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la montée en puissance des vedettes de café-concert et de music-hall modifie en profondeur le style des chanteurs d'opérette. Dans le nouveau genre de la comédie musicale parisienne lancée par Albert Wilmetz, Henri Christinet et Maurice Yvain, ce sont désormais des vedettes de la chanson qui tiennent les premiers rôles. La comédie musicale des années folles se révèle particulièrement favorable au talent comique. Dranem et Maurice Chevalier se retrouvent ainsi côte à côte pour la création de l'opérette Là-haut en 1923. Chevalier doit en principe tenir le rôle principal, mais sa prestation est éclipsée par celle du vieux fantaisiste Dranem qui fait hurler de rire dans le rôle de l'ange gardien. Relégué au second plan, le jeune premier en fera une dépression nerveuse. Tu connais Maurice Chevalier? J'en ai vaguement entendu parler. Eh bien, permets. S'il faut blanc, du soir au solon. Je suis coiffeur condamné, je m'appelle Albert. Toutes les femmes raffolent de mon petit coup de fer. Quand je leur fais une friction, elles trouvent ça si bon
Qu'elle me dit chérie, c'est un vrai régal, c'est le roi du Portugal. Qu'elle me dit chérie, c'est un vrai régal, c'est le roi du Portugal. Dans le sillage de Dranem apparaissent de nouveaux comiques comme Milton, en portier d'hôtel dans Le Comte Obligado, Koval, qui joue généralement les rôles de vieux anglais, Fernandel dans le comique troupier d'Ignace, ou encore Charpigny et Brancato dans tous les duos d'opérette. Du côté des femmes, les rôles de bonne et de concierge reviennent comme il se doit à Pauline Carton. Je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, moi du Sébastien jusqu'à des cocos, briseurs de coco. Oui, je chante, c'est une façon de parler, on peut appeler ça chanter. Mais enfin... J'adore les hectors, les ténors, les pectors, les polices, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors. J'ai un faible pour les forts, les déménageurs en voie de standard. J'ai un faible pour les forts qui sont... Pauline Carton n'est pas votre vrai nom, c'est un pseudonyme. Non. Comment l'avez-vous choisi? Ah ben c'est le premier rôle que j'ai joué, le personnage s'appelle Carton. Alors on m'appelait la petite qui a fait Carton, la petite qui a joué Carton, puis voilà. À côté des comiques, les vrais chanteurs réservent leur activité à des opérettes d'une plus grande recherche musicale. Edmé Favart sera la grande divette des années 20. Écoutez un disque d'Edmé Favart, vous avez l'impression de la voir sur scène. C'est-à-dire elle est drôle, elle est émouvante quand il le faut, elle est cocasse. Et donc, c'est l'exemple, à mon avis, type de la divette. Ne regardez pas comme ça. C'est dégueulasse. Après 1925, les artistes d'opérette doivent également tenir compte des nouveaux moyens de diffusion de la musique. L'apparition de l'enregistrement électrique et le développement de la radio retirent à la scène son rôle prééminent. Une seconde. Vous chantez pour le public en ce moment. Or, je vous rappelle que nous faisons une émission de radio. Le public qui est ici ne compte pas. Vous travaillez exclusivement pour l'antenne. Alors, soyez fixe devant le micro, vous serez gentil. Hein? Bougez pas, restez là. Avec l'avènement du cinéma parlant, les adaptations cinématographiques d'opérettes classiques envahissent les boulevards parisiens et les nouvelles idoles se nomment André Boger ou Henri Garat. André Boger est l'une des premières stars médiatiques du monde lyrique. Fils de la divette Anna Tariol-Boger, il crée Monsieur Beaucaire de Messager en 1925 et Paganini de Franz Léard en français en 1928. Il succède à Jean Perrier dans la reprise de Ciboulette, mais c'est son apparition dans La Ronde des Heures, premier film français chantant en 1930, qui lui assure une immense popularité. Henri Garat, lui, chante Avoir un bon copain dans Le Chemin du paradis de Willem Richard Heymann. C'est le jeune premier idéal grâce aux opérettes cinématographiques qui font de lui la nouvelle idole des chœurs féminins. Moi je voudrais rester là, comme ça, toute la vie dans tes bras, comme ça. C'est le moment où l'on est arrivé par la même chaîne, où tendrement les corps ne font qu'un, les cœurs s'appartiennent. Chérie, toujours tu m'aimeras, comme ça. Ce sont tous ces mots-là que l'on dit tout bas dans une java. De la scène au cinéma, en passant par le disque, Yvonne Printemps est sans doute la vedette la plus marquante de cette époque. Sa personnalité de chanteuse et d'actrice rejaillit sur tous les rôles qu'elle a chantés. Femme insolente et amoureuse, populaire et distinguée, éprise de luxe et souvent cruelle. Printemps a derrière elle un solide métier. Elle a joué tous les emplois sur les scènes d'opérette et aux Folies Bergères dès le début du siècle. Les auteurs et compositeurs conçoivent pour elle des rôles sur mesure. Printemps rayonne sans égal en jouant son propre personnage dans L'amour masqué de Messager, la SADMP de Louis Betts ou Mariette d'Oscar Strauss sur des livrets de Sacha Guitry. Puis elle quitte Guitry pour Pierre Freinet qui sera son partenaire dans Les Trois Valses. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. J'ai toujours apprécié la voix d'Yvonne Printemps. Je sais qu'elle était comédienne, mais elle faisait tout. Et puis elle avait un art. Elle avait un art de chanter qui n'est peut-être plus à la mode, mais qui était très, très joli. Moi, j'aime beaucoup sa voix. Et j'adore, elle tenait des notes. Elle avait une souffle extraordinaire. Un souffle. Zut! Elle avait un souffle extraordinaire. Elle pouvait tenir des phrases et commencer la phrase d'après. Et puis, on ne savait jamais où elle allait respirer. C'était très intéressant pour une chanteuse plus conventionnelle, peut-être, d'écouter ça. Elle
Elle chantait avec une technique qui n'est pas une technique de chanteuse d'opéra. Elle avait du charme, elle le chante d'ailleurs très bien dans L'amour masqué de Messager. Elle avait du charme, et le charme remplaçait la technique lorsque la technique était défaillante. Et donc, c'était exactement ce qu'on demande à une chanteuse d'opérette. Incarnation sublime de la divette d'opérette, Yvonne Printemps est au XXe siècle, ce qu'Hortense Schneider fut au XIXe. Elle incarne d'ailleurs à l'écran l'égérie d'Offenbach dans le film La valse de Paris. M'ont parlé d'amour, d'un ton tel qu'ils m'ont mise en colère. J'ai pas revu ni formelle repousser leur prière. Que de là-haut, du haut du ciel, ça demeure dernier. Il est content mon colonel, il est content mon colonel. Ou dis-moi, je l'espère. Es-tu content mon colonel, es-tu content mon colonel, es-tu content mon colonel, es-tu content mon colonel. Blanc, 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 blanc. Dans les années 40, Suzy Delair est révélée au grand public par les films d'Henri-Georges Clouzot, L'assassin habite au 21 et Quai des Orfèvres, dans lesquels elle interprète plusieurs chansons. Elle possède déjà un solide métier pour avoir joué elle aussi les petits rôles au Bouffe parisien, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Suzy Delair a été entre autres l'interprète de la vie parisienne remontée par les Renaud Barrault à l'Odéon et au Palais Royal dans les années 50-60. Et qui est pour moi l'exemple absolument canonique de la divette, avec tout ce que ça comporte comme esprit, comme charme, comme talent, comme art du chant et comme qualité d'actrice. Après la Seconde Guerre mondiale, Fanelli Révoil, éblouissante par son métier de chanteuse et d'actrice, crée de nombreux ouvrages comme Fragonard de Pierre Ney. Michel Dance, le baryton le plus doué de cette génération, passe sans relâche des rôles d'opéra à ceux de l'opérette. Ta voix peut-être trompeuse, Marcello, mon seigneur, dis-le-moi, c'est là qu'ils l'ont caché. Ah viens, tu n'en es pas, elle est là, n'est-ce pas? Elle est là, n'est-ce pas? Toujours par dévouement, pour mon gouvernement, je voltige à la ronde, de la brune à la blonde. Manon, Lison, Ninon, Fanchon, Toinon, Ciseaux, c'est tout un demi-monde où jamais on ne dit non. Au même moment, une nouvelle génération de chanteurs apparaît sur les grandes scènes populaires. Leur lancement doit beaucoup au flair de directeurs de théâtre comme Maurice Lehmann au Châtelet ou Henri Varna à Mogador. Créateur de Violette impériale, Marcel Merquès va former pendant 30 ans avec sa femme Paulette Merval le couple le plus célèbre de l'opérette française. Coquette, mon cœur guette ce que m'ont promis tes grands yeux. Je redoute, mais j'écoute ces aveux délicieux. Ce que m'ont promis tes grands yeux. De son côté, le compositeur Francis Lopez lance quelques-uns de ses amis, souvent originaires comme lui du Pays Basque. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné. La voix de Luis Mariano était unique parce qu'elle avait des couleurs uniques, l'accent était unique aussi, et on peut dire une facilité dans l'aigu qui était absolument incroyable.
d'amour. Andalusia mia, c'est pour... Maurice Lehmann l'a entendu, lui a proposé de chanter le chanteur de Mexico, et puis la suite de la carrière a été décidée par le public. Parce que d'un seul coup, ça a été, on peut dire, la coqueluche de tout un public musical, opérette, et qu'il a renoncé à ce moment-là à faire une grande carrière d'opéra. Des années 50 aux années 70, je dirais presque que le genre opérette est presque indissociable du nom de Luis Mariano. Parce qu'il avait un immense talent, parce qu'il avait une voix superbe, parce qu'il avait beaucoup de prestance en scène, et parce qu'il avait la chance d'avoir un compositeur qui écrivait pour lui. La mort de Luis Mariano, jamais remplacé dans le cœur du public par ses successeurs José Todaro ou José Villamor, accélère le déclin de l'opérette populaire. Pourtant, dans les années 60, des artistes comme Bernard Sinclair font encore leur début de chanteurs d'opérette dans les troupes toujours actives des théâtres de province. J'ai connu une époque où l'opérette était reine en province et aussi à Paris, parce que j'ai débuté en 1959, donc années 60-70. Il est bien évident que là, on jouait l'opérette toutes les semaines. Il y avait des petites villes, des petites saisons qui étaient très intéressantes pour les débutants parce qu'ils pouvaient faire leurs premières armes sur ces scènes avant d'aborder les grandes scènes. Par exemple, Tourcoing, Dunkerque, Calais. À Calais, on jouait une opérette différente toutes les semaines. À l'époque, comment ça se passait ? On répétait peu, on arrivait le lundi ou le mardi, on jouait le samedi et le dimanche dans des mises en scène traditionnelles, des décors traditionnels, etc. Il fallait acheter nos costumes. Très souvent, les costumes coûtaient plus cher que les cachets qu'on nous donnait. Pendant toute une saison, j'ai appris un rôle par semaine. Mes rôles de prédilection étaient certainement Gaillardin de la Chauve-souris ou bien le Prince Souchon, puis le Sourire. Dans la dernière partie du XXe siècle, l'opérette a peu à peu disparu comme spécialité à part entière, mais elle poursuit son histoire sur les scènes lyriques, où elle est devenue un élément du répertoire classique, apprécié par les chanteurs de musique baroque, comme par les divas du grand opéra. Il y a, je pense maintenant, toute une génération de chanteurs qui sont à la fois des comédiens et à la fois des chanteurs. Et puis, je pense aussi qu'on a tous, les baroqueux, un goût pour le texte. Donc le texte dans l'opérette c'est quand même important. Si on ne comprend pas les chanteurs qui chantent, c'est dommage quoi, quand même. Donc ce rapport au texte, je pense, a fait que les baroqueux s'y sont intéressés peut-être de plus près. J'ai toujours dit que je voulais faire de l'opérette et Offenbach. Je pensais que ça m'irait. Et puis je suis arrivée le premier jour pour les répétitions et... Mon Dieu, tous ces gens qui savaient tout faire, j'avais très peur. Mais le travail avec Laurent Pelly sur La Belle Hélène, ça m'a apporté, je ne peux pas vous dire combien de bonheur et ça m'a changé en quelque sorte parce que j'ai dû prendre des risques que j'avais jamais pris. Et si je dis ça, si je dis maintenant que ça m'a changé, je ne pensais pas pouvoir faire ce genre de choses et je l'ai fait à ma façon. Plus d'amour, plus